Pensez-vous que les tueurs en série ne sévissent que dans les grandes agglomérations? Que vous êtes hors de portée de ces monstres lorsque vous résidez dans des zones moins denses en population? Si vous le croyez, vous devriez écouter l'histoire à venir. Tout à l'est des États-Unis se trouve le plus petit État américain en termes de superficie, celui de Rhode Island. Il est discret, rarement mis en avant, en tout cas bien moins que d'autres plus peuplés et plus grands. Ceci dit, cela a l'avantage que les villes sont beaucoup moins denses que la plupart de celles parsemant le pays. À peine 10 d'entre elles dépassent les 30 000 habitants. Parmi ces 10, il y a Woonsocket et ses 40 000 âmes, une commune à la frontière avec le Massachusetts. Habituellement, il ne se passe pas grand-chose dans le coin. La vie s'écoule lentement et paisiblement, loin de l'agitation des plus grandes métropoles de la nation. Cependant, le dimanche 2 mars 2003, tandis que toute la ville est encore endormie, le téléphone du poste de police de Woonsocket sonne à une heure matinale. C'est une automobiliste qui parcourait les rues tranquilles de la zone quand elle a remarqué un obstacle au milieu de la route. Naturellement, elle s'est arrêtée pour observer de quoi il s'agissait et il lui a fallu très peu de temps pour comprendre qu'une femme était allongée au beau milieu du chemin, complètement nue. Il est évident qu'elle a connu des heures très difficiles. Elle est recouverte de sang comme si elle avait été passée à tabac. Mais l'important est qu'elle respire. La femme blessée est aussitôt transportée à l'hôpital. Elle est en mauvaise santé, mais les médecins parviennent à la stabiliser, ce qui permet aux agents de police de la rencontrer afin de lui poser des questions sur les événements qu'elle vient de vivre. Elle donne son identité. Il s'agit de Jane Smith. Elle explique alors que la veille, le samedi 1er mars, elle marchait dans les rues de Woonsocket lorsqu'un véhicule s'est arrêté à son niveau. Un homme lui a alors demandé si elle voulait faire la fête. La femme a répondu en toute transparence qu'elle travaille en tant que prostituée et l'homme s'est montré intéressé. Elle a grimpé dans sa voiture avant qu'il ne conduise vers une zone boisée, discrète et réputée pour les passes. Seulement, avec ce client, cela ne s'est pas déroulé comme avec les autres. Il est rapidement devenu nerveux, puis agressif, avant de la frapper violemment avec ses mains d'abord, mais a rapidement saisi un tournevis ensuite. L'outil est venu blesser la pauvre femme au niveau de son cou, plusieurs fois. Son torse non plus n'a pas été épargné. D'ailleurs, avant que l'automobiliste ne la découvre gisant au beau milieu de la route, elle pensait qu'elle était en train de vivre ses derniers instants. Simplement, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, des policiers se tiennent à ses côtés pour prendre sa déclaration et partir à la chasse de celui à l'origine de cette agression. Malgré la nuit, la victime est capable de fournir une description aux enquêteurs. Il s'agissait d'un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux clairs, peut-être blonds. Il portait des lunettes ainsi que des tatouages sur les bras, mais il est impossible pour Jane de détailler les dessins. Ce sont les seules informations que récupèrent les agents auprès de la victime. Pour en savoir plus sur l'agresseur, et peut-être obtenir une première piste, il faut se rendre sur le terrain. Le premier lieu visité est l'endroit où la victime a été découverte, tout proche de là où elle a été frappée. Le but est de trouver un témoin, peut-être qu'une personne du voisinage a vu ou entendu quelque chose. Malheureusement, c'est manqué pour le témoignage. Aucun habitant n'est capable de rapporter quoi que ce soit. Les policiers remontent alors le chemin en partant de l'endroit où Jane a été repérée, pour trouver l'emplacement exact de son agression. Ce qu'ils parviennent à faire, en espérant mettre la main sur un indice comme le tournevis dont parlait la jeune femme par exemple, du sang ou n'importe quoi d'autre qui permettrait de faire décoller l'enquête. Mais ce n'est pas leur jour de chance. Visiblement, l'homme a pris soin de tout emporter, que ce soit son arme, mais aussi tous les vêtements de sa victime. Cela signifie qu'il fait très attention aux actes qu'il commet, et c'est un mauvais signe pour les enquêteurs, parce que cela démontre qu'il y a peu de chances pour que cette agression soit la première, et encore moins la dernière. L'enquête continue cependant. Un mois durant, les forces de l'ordre essayent de débusquer leur première piste éventuelle, sans succès. Le vendredi 4 avril, une femme passe la porte du poste de police de Woonsocket. Elle souhaite signaler une disparition, celle de sa fille, Audrey Harris, âgée de 33 ans.
La situation de cette dernière est instable, puisqu'elle travaille dans la rue, mais a toujours conservé un lien étroit avec sa mère, à qui elle rend visite au moins une fois par semaine, afin de s'assurer qu'elle ne manque de rien. Simplement, aujourd'hui, sa mère est inquiète. Cela fait presque 3 mois qu'elle est sans nouvelles de sa fille. Alors évidemment, connaissant son activité pour subvenir à ses besoins, elle n'a pas immédiatement donné l'alerte, pensant qu'elle devait être occupée. Mais 3 mois, c'est beaucoup trop long. Les enquêteurs prennent ce signalement au sérieux. Ils décident de se rendre dans le quartier où Audrey a l'habitude d'alpaguer ses clients. Ils demandent à toutes les filles du coin si elles ont des informations qui pourraient aider à localiser la jeune femme. Les prostituées se montrent coopératives avec les forces de l'ordre, ce qui n'est pas toujours le cas compte tenu de la défiance qui règne entre les deux camps. Mais là, c'est particulier. Elles sont angoissées à l'idée qu'une personne s'en prenne à elles. Si Audrey a été agressée, aucune d'entre elles n'est plus en sécurité à présent. Et ce statut ne risque pas de changer, dans la mesure où elles n'ont pas d'éléments suffisamment intéressants à fournir aux enquêteurs. Malgré cette absence d'informations, ils font le lien avec une autre investigation en cours, celle de Jane Smith, qui a été retrouvée à peine vivante au milieu d'une route dans le même secteur que celui où Audrey travaillait. Alors évidemment, il est un peu prématuré pour affirmer un tel lien. Il y a plusieurs autres raisons qui auraient pu conduire la jeune femme à se volatiliser. La police n'a pas le temps de respirer. Le vendredi 11 avril, une semaine après le signalement de la mère d'Audrey Harris, une nouvelle agression sur une femme est rapportée aux policiers. L'attaque s'est à nouveau déroulée dans le même quartier que la précédente. La victime se nomme Christine Dumont. Elle est encore en vie et prise en charge à l'hôpital de la ville. Comme dans le cas de Jane, les agents rendent visite à la femme afin de comprendre ce qui s'est déroulé. Et elle leur explique en détail l'agression qu'elle vient de subir. Elle marchait dans la rue, la même que celle qu'avait empruntée Jane un mois auparavant, quand un homme s'est arrêté à sa hauteur pour ses services. La femme est montée, puis il a conduit exactement au même endroit où les passes sont réalisées habituellement et où Jane s'est faite agresser. Une fois arrivé, de force, il extrait Christine du véhicule avant de la projeter au sol en l'insultant et en lui hurlant dessus que sa vie n'avait aucune valeur. En même temps qu'il tient ses propos injurieux, il frappe violemment sa victime au niveau de la tête à l'aide d'un tuyau métallique. Bien sûr, Christine tente de résister, mais elle ne peut pas faire grand-chose face à cet homme armé. Elle subit la pluie de coups et pense qu'elle va mourir. Mais finalement, son agresseur se stoppe. Elle saigne abondamment. Ses blessures sont graves, seulement l'individu se contente de l'observer quelques secondes avant de remonter dans sa voiture et quitter les lieux. L'attaque ressemble fortement à celle qu'a subie Jane Smith. La description de l'homme que donne Christine aux enquêteurs, un homme blanc d'une vingtaine d'années, les cheveux clairs, peut-être blonds, avec des tatouages sur les bras, laisse penser qu'il s'agit du même individu dans les deux affaires. Peut-être certainement dans 3, si l'on compte la disparition d'Audrey Harris survenue dans un secteur identique. Bien que les indices soient manquants, il est possible de tirer quelques conclusions suite aux agressions commises. Manifestement, l'individu est hostile à l'égard des prostituées. Bien sûr, du fait de la brutalité des attaques, mais aussi des paroles qu'il a tenues envers Christine, en disant que sa vie n'avait aucune valeur, exprimant ainsi une véritable haine à son encontre. Il semble aussi que les attaques ne soient pas planifiées, qu'elles répondent à une pulsion momentanée. Ce sont les armes utilisées qui laissent penser ceci. Un tournevis, une barre de fer, des éléments qui sont à portée de main de n'importe qui. Ces deux éléments suggèrent que l'agresseur intériorise une colère à l'égard des femmes, sûrement liée à un événement dans son passé. Sinon, pourquoi ne s'attaquer qu'à ce profil de personne ? Et c'est une information qui pourrait être utile lors de l'investigation. Les enquêteurs décident alors de questionner à nouveau Jane Smith, la première victime connue. Durant la discussion, celle-ci se remémore un instant avant l'agression au cours duquel son agresseur et elle se sont rendus à un distributeur de billets pour retirer 100 $. L'homme est entré dans le sas d'une banque pour récupérer son argent avant de revenir au véhicule où il aurait dit à Jane qu'ils allaient faire la fête maintenant. C'est une information capitale. D'une part, il est possible d'avoir pour la première fois un visuel du suspect et, d'autre part, une transaction bancaire est une trace laissant un nom derrière elle. Les enquêteurs ne perdent pas une seconde et partent en direction de l'endroit où l'argent a été retiré.
Jane a pu se remémorer que la transaction s'est déroulée aux alentours d'1 h du matin, ce qui est une bonne chose, parce qu'à un tel horaire, il n'y a pas foule devant les distributeurs de billets. Et effectivement, le seul retrait qui a eu lieu cette nuit-là a été effectué à 00:55 par un homme. Le suspect correspond à la description qu'en avait faite Jane, mais aussi Christine, un homme blanc, avec les cheveux clairs, un peu trapus. Il n'y a presque aucun doute sur le fait que cet homme soit l'auteur de la double agression, et peut-être qu'il est impliqué dans la disparition d'Audrey Harris également. Connaître l'allure du suspect est une chose, son identité, c'est mieux. La banque obtempère rapidement avec la police pour fournir le nom du titulaire de la carte ayant permis le retrait, et elle appartient à un certain Timothy Scanlon, un habitant de Woonsocket. En enquêtant sur son passé, les policiers découvrent qu'il est connu des services de police de la région pour vol et possession d'un véhicule volé. Tout semble indiquer qu'il s'agit de l'homme recherché, mais pour en avoir le cœur net, les enquêteurs impriment sa photo et reprennent la direction de l'hôpital où se trouve toujours Christine, pour lui montrer une planche de plusieurs photos parmi laquelle est mêlée celle de son potentiel agresseur. Il faut moins d'1 minute pour que Christine fonde en larmes tout en désignant celui qui l'a agressée, et elle pointe du doigt le portrait de Timothy Scanlon. L'homme est formellement reconnu par l'une des victimes, ce qui appuie un peu plus encore l'intime conviction des enquêteurs qu'il est l'auteur des faits. Pour que les derniers doutes s'envolent, il suffit de répéter l'opération en rendant visite à Jane Smith, la première victime, pour s'assurer que les deux femmes désignent le même individu. La planche avec les photos est présentée à Jane, qui, elle aussi, sanglote avant de désigner Timothy Scanlon comme son assaillant. L'homme est reconnu par 2 victimes. Il a été filmé dans la banque et sa carte de retrait a marqué sa transaction financière. À présent, il ne s'agit plus de savoir s'il est l'auteur des faits, mais s'il est lié à la disparition d'Audrey Harris. Le mardi 15 avril, les enquêteurs décident qu'il est temps de procéder à l'arrestation de Timothy Scanlon. Le soir même, il est interpellé à son domicile sans encombre, sans opposer de résistance, et il lui est indiqué qu'il est officiellement placé en état d'arrestation pour la double agression commise quelques semaines auparavant. Il est amené en salle d'interrogatoire pour répondre des actes que les enquêteurs estiment avoir été commis par lui. Étonnamment, l'entretien est express. Scanlon clame qu'il est innocent, demandant immédiatement l'assistance d'un avocat, contraignant les policiers à céder à sa requête. Durant tout le reste de la procédure, il n'en démord pas. Il est innocent et plaide non coupable au moment de sa mise en accusation, malgré les témoignages directs des victimes, la vidéosurveillance et bien sûr son empreinte bancaire laissée le soir même à ce distributeur de billets. Une stratégie étonnante. Parce qu'en plaidant coupable, il pourrait négocier un arrangement avec le procureur, éviter un procès et obtenir une peine plus légère. Ce n'est pas l'option qu'il choisit. Ce sera donc devant un tribunal qu'il devra se défendre de ceux voulant faire tomber sa culpabilité. La défense de Timothy est simple. Il a effectivement rencontré les 2 femmes, Jane Smith et Christine Dumont, mais n'a eu que des relations consenties avec elles. Si elles ont été agressées, alors cela s'est déroulé après leur rencontre. Évidemment, la clé de voûte dans toute cette affaire, ce sont les témoignages de Christine et Jane. Mais, mauvaise nouvelle, cette dernière est incapable de faire face à son agresseur qui l'a traumatisée. En revanche, Christine ne se débine pas et compte bien faire payer à celui-ci le mal qu'il lui a fait subir. Le témoignage direct est important parce qu'il n'y a pas d'autre lien avec l'agression. Effectivement, l'image de vidéosurveillance dans la banque et le retrait sont incriminants, mais comme il s'agissait de relations sexuelles tarifées, ce n'est pas si exceptionnel que ça. Les policiers préparent donc leur témoin clé dans cette affaire, Christine Dumont, qui, malgré la difficulté que cela représente, n'hésitera pas une seconde à tout détailler dans un procès dont la date n'est pas encore établie. En attendant, d'ailleurs, Timothy Scanlon est placé en détention provisoire. Mais pourtant, tout ne va pas se passer comme prévu. Le lundi 3 mai 2004, la sœur de Christine Dumont se présente au poste de police de Woonsocket pour signaler sa disparition. Cela fait presque 10 jours, depuis le 23 avril, qu'elle est sans nouvelles de sa sœur, ce qui est hautement anormal. Ni elle, ni ses enfants, ni aucun autre membre de la famille ne sont entrés en contact avec Christine depuis tout ce temps.
Aucun mouvement sur son compte bancaire non plus n'a été constaté. Elle n'a pas encaissé un chèque d'aide de l'État qu'elle venait de recevoir. C'est très inquiétant pour elle, mais pour les policiers également. Le témoin clé dans l'affaire des agressions vient de s'envoler subitement et les chances d'envoyer l'accusé définitivement en prison avec. Alors évidemment, la première personne suspectée derrière cette disparition, c'est Timothy Scanlon. Bien qu'il soit derrière les barreaux, il a pu organiser l'enlèvement de la seule témoin capable de faire pencher la balance et le condamner. C'est une théorie, mais il faut la prouver. Les communications du suspect sont étudiées afin de vérifier s'il n'a pas transmis de directive à un complice à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. Malgré un effort acharné pour faire cette démonstration, il n'y a rien qui pointe en cette direction. Scanlon n'a parlé à personne d'une telle chose. C'est le casse-tête, ainsi qu'un stress évident pour les forces de l'ordre, qui se plongent alors dans les habitudes de Christine pour comprendre si sa disparition pouvait être éventuellement volontaire. Grâce à sa sœur, les policiers apprennent qu'elle était retournée se prostituer dans la même zone qu'auparavant. Les enquêteurs, naturellement, sont donc retournés dans ce secteur afin de parcourir les rues et peut-être récupérer des témoignages concernant Christine, sans succès. Force est de constater qu'il y a un mystère autour de cette disparition et qu'il n'est pas près d'être résolu. Après plusieurs semaines, il n'y a toujours aucune piste qui pourrait conduire à localiser Christine. Les enquêteurs sont persuadés que Timothy Scanlon n'est pas impliqué. Il est en détention provisoire. S'il avait fait passer un message, le système de sécurité de la prison l'aurait détecté. C'est alors qu'une autre hypothèse émerge. Et si il y avait une autre personne impliquée dans les enlèvements? Timothy Scanlon pourrait être l'agresseur éventuellement de Christine et Jane, mais les enlèvements d'Audrey et Christine ne seraient-ils pas le fait d'une autre personne? C'est ce que commencent à penser les enquêteurs. Une hypothèse inenvisageable à Woonsocket, mais il faut se rendre à l'évidence, la piste est sérieuse. Il n'y aurait donc pas un, mais deux prédateurs, et lorsque des prostituées disparaissent, la plupart du temps ce sont des événements tragiques qui ont été à l'origine de ces disparitions. La charge de travail n'est pas prête de s'amenuiser pour les policiers chargés de résoudre ces mystères autour des prostituées. Le dimanche 4 juillet 2004, un homme nommé James Nelson se présente au poste de police de Woonsocket pour signaler la disparition de sa petite amie, Stacy Goulet, qui n'a plus donné de nouvelles depuis la veille. Le petit ami explique que le jour précédent, ils étaient du côté où les prostituées ont disparu pour profiter du feu d'artifice tiré en l'honneur de la fête nationale américaine. James s'est éloigné quelques minutes, le temps pour lui de demander une cigarette à un ami un peu plus loin. Quand il est revenu à l'endroit où Stacy se trouvait, il ne l'a pas vue. Alors il a simplement attendu qu'elle revienne, ce qu'elle n'a jamais fait. Les policiers sont sceptiques sur la version du petit ami, parce qu'ils savent que Stacy est une habituée du quartier dans la mesure où elle se prostitue. James n'a pas mentionné ce détail parce qu'il ne voulait pas embarrasser sa copine. Mais les enquêteurs supposent qu'en réalité, elle travaillait ce soir-là. Ceci conduit James Nelson tout droit dans une salle d'interrogatoire pour qu'il dévoile réellement tout ce qu'il s'est passé, et il reconnaît qu'en réalité Stacy travaillait dans la rue pendant que lui faisait attention à elle. Quand elle est partie, il en a déduit qu'elle se trouvait avec un client, mais son absence depuis la veille crée de l'inquiétude chez lui désormais. Mais pas seulement, les enquêteurs également sont tendus. C'est la troisième personne portée disparue après s'être rendue au même endroit, pratiquant le même métier en l'espace d'un an. Et la crainte de la présence d'un tueur en série dans les parages monte d'un cran. Il faut agir rapidement, parce que dans le cas où l'hypothèse du tueur en série s'avérerait correcte, il pourrait y avoir un véritable massacre dans les prochains mois. Une effusion de sang à l'instar de ce qu'ont connu les villes de Seattle avec Gary Ridgway, ou encore Londres avec Peter Sutcliffe, dont la paisible ville de Woonsocket se passerait bien. Puisque les prostituées disparaissent toutes au même endroit, les policiers suspectent que l'un des clients pourrait être impliqué. Ce sont donc eux qui entrent dans le collimateur des forces de l'ordre qui mettent en place la stratégie suivante. Des agentes de police sous couverture prennent place dans la rue pour piéger leurs cibles. Elles sont dispersées aux différents coins de la zone où les prostituées travaillent habituellement. Le but est d'interpeller le moindre client qui potentiellement apparaît suspect. Et il y en a un paquet.
Seulement, aucun d'entre eux ne semble être l'homme que la police recherche. Cet échec pose problème, parce que s'il s'agit d'un tueur en série qui s'attaque aux prostituées, manifestement il ne laisse aucune trace. Il est méticuleux, il ne se montre pas non plus, et à ce rythme, beaucoup d'autres femmes pourraient disparaître au cours des mois prochains. Aucun corps n'a été retrouvé non plus. Si les disparitions sont liées à un meurtrier, celui-ci semble maîtriser de nombreux aspects pour tenir en échec la police de Woonsocket, qui n'a qu'un seul élément à se mettre sous la dent, la zone similaire dans laquelle ces femmes ont disparu. Mais même cet indice n'en est peut-être pas un. Dans l'hypothèse d'un tueur en série, celui-ci pourrait tout à fait parcourir plusieurs endroits afin d'enlever des femmes. Simplement, sans renseignements supplémentaires, les policiers ne spéculent pas plus que ça et continuent de questionner les gens du quartier potentiellement ciblés par un tueur. Des jours durant, le coin grouille d'agents à la recherche de la vérité. Une activité qui ne passe pas inaperçue. Le dimanche 11 juillet 2004, le téléphone de l'un des enquêteurs sur l'affaire signale qu'un message vocal est en attente. Il l'écoute, cela semble être une voix d'homme disant que Jocelyn Martel avait été attaquée par un homme et qu'elle aurait sûrement des informations concernant les filles disparues. La personne n'a pas donné son identité. Elle n'a pas donné non plus de moyens pour la recontacter. Mais il y a ce nom, Jocelyn Martel, que les policiers connaissent. Ils savent que c'est une prostituée de Woonsocket. Les enquêteurs doivent parler à cette femme. Ils sont chanceux parce qu'ils n'ont pas de mal à la localiser, puisqu'elle est incarcérée au sein d'une prison pour femmes. Elle a appris pour les disparitions des 3 femmes et elle pense qu'elle peut aider les forces de l'ordre, notamment parce que elle aussi a connu une mésaventure. 1 mois avant d'être envoyée en prison, elle aurait rencontré un client qui l'aurait amenée directement chez lui. Alors qu'elle ne l'avait pas dans son champ de vision, celui-ci en a profité afin de passer ses bras autour de son cou pour l'étrangler. Jocelyn s'est alors débattue de toutes ses forces pour faire lâcher l'étreinte. Elle réussit finalement à lui faire lâcher prise, puis prend la fuite. Elle précise que la brutalité de l'attaque, ainsi que la surprise de celle-ci, lui laisse penser que ce n'était pas la première fois que l'homme s'en prenait à une femme de cette manière. Jocelyn donne une description. C'est un homme à la peau blanche, petit de taille, trapu, les cheveux courts et proche de la trentaine. Surtout, elle se souvient de l'endroit où l'agression s'est produite. C'était sur Cato Street, à Woonsocket. Malheureusement, dans la précipitation, elle n'a pas relevé le numéro de la maison dans laquelle elle est entrée. En revanche, elle peut décrire le bâtiment. Il est de couleur blanc, avec des volets verts et une clôture à l'avant également. La première chose que font les enquêteurs après s'être entretenus avec Jocelyn Martel est d'aller vérifier l'information qu'ils viennent de glaner. La description que la femme a faite du bâtiment est suffisamment précise pour qu'ils le repèrent s'il existe bel et bien. Une fois sur Cato Street, il n'y a aucun doute. Le bâtiment décrit par leurs témoins ne peut pas être plus voyant au milieu des autres habitations. Il suffit pour les enquêteurs de récupérer l'adresse précise et contacter le fournisseur d'électricité pour cette résidence afin d'obtenir tous les noms des personnes vivant ici. En parallèle, une recherche est faite dans les fichiers de la police afin de savoir si un autre événement de la nature que Jocelyn a décrit avait pu se produire, et il y a une correspondance. Tiz Morris, une prostituée, avait porté plainte après une agression s'étant déroulée le 15 février 2004. Ce jour-là, c'est l'anniversaire de la jeune femme. Elle sort pour prendre un verre quand elle rencontre un homme qui prend l'initiative de lui payer ses consommations. Ils s'entendent bien et partent ensemble finir la nuit au domicile de cette personne. Tout comme Jocelyn, Tiz se retrouve dans une position où elle ne peut pas apercevoir l'homme qui se jette alors sur elle pour l'étrangler. L'étreinte est puissante. Tiz comprend aussitôt que c'est une agression. Elle se débat comme elle peut en essayant de détendre les bras de l'homme pour laisser passer de l'air. Elle le déséquilibre aussi en forçant sur ses jambes pour qu'il perde ses appuis et que son dos heurte des meubles dans la pièce dans laquelle il se trouve. Tiz parvient à faire mal à son agresseur en le propulsant contre un gros poêle à bois. La femme crie de toutes ses forces. Dans la lutte, le duo s'oriente vers la porte d'entrée, où l'homme relâche enfin le coup de Tiz. Il la traîne jusqu'à l'extérieur de chez lui, puis la menace de la tuer si jamais il devait la recroiser. Ce qui met la puce à l'oreille des policiers, c'est la méthode employée pour attaquer les victimes. Elles sont invitées chez l'homme, la relation sexuelle n'est pas consommée, et il y a un étranglement lorsque les femmes sont distraites par autre chose.
Les deux récits, celui de Jocelyne tout comme celui de Tease, sont presque similaires en tout point. Peut-être que l'étranglement est une pratique qui provoque l'excitation de l'individu. C'est uniquement son intention quand il ramène des prostituées à son domicile. Des prostituées, parce qu'il est bien plus simple de les faire venir de leur plein gré chez lui. Si un homme s'est attaqué de cette façon à deux femmes qui ont eu la chance de s'en sortir, il se pourrait que Tessie Goulet, Audrey Harris et Christine Dumont n'aient pas réussi à lui faire lâcher prise. Le fournisseur d'électricité, que les enquêteurs ont sollicité pour découvrir les identités des résidents du petit immeuble, revient vers les forces de l'ordre avec la liste des personnes ayant un contrat. Le moins que l'on puisse dire est que cette liste est courte, puisqu'il n'y a qu'une seule personne occupant un appartement. Il s'agit d'un certain Jeffrey Maillot. Avec ce nom, la police peut rechercher les éventuels antécédents judiciaires de cet homme dans la base de données nationale, et surprise, il n'y en a pas. Peut-être a-t-il sous-loué son appartement ou l'a prêté à des amis. Ces questions surviennent parce qu'il n'a absolument pas le profil d'un tueur en série ou d'un étrangleur. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Les policiers n'ont pas le luxe de se tromper dans un tel dossier. Ils récupèrent donc la photo de cet homme sur son permis de conduire pour la mêler à celle d'autres criminels avant de présenter tous ces portraits à leurs deux témoins, Jocelyne Martel et Tease Morris. Jocelyne est la première à devoir identifier la personne qui l'a agressée parmi toutes les photos qui lui sont soumises. Et elle désigne sans hésiter Jeffrey Maillot. Si Tease Morris pointe également la photo de cet homme, la police vient certainement d'identifier un dangereux prédateur de la région, et la femme le fait sans hésiter non plus. L'enquête vient de rebondir. Les policiers ne perdent pas une seule seconde et sollicitent un mandat de perquisition et d'arrestation auprès d'un juge pour interpeller leur suspect principal, Jeffrey Maillot. La maison de l'individu est surveillée par des agents qui attendent patiemment que l'homme rentre chez lui après sa journée de travail. Quelques heures plus tard, voici le véhicule du suspect. Il n'a pas le temps de passer la porte d'entrée de son domicile qu'il est intercepté par les policiers qui le placent en état d'arrestation pour les agressions sur Jocelyne Martel et Tease Morris. Jeffrey Maillot ne résiste pas. Il coopère, se laissant embarquer pour un interrogatoire au poste de police. Dans le même temps, des enquêteurs entrent dans son appartement pour le visiter et peut-être trouver des indices éventuels sur les 3 femmes disparues. La première chose qui surprend les agents est que ce domicile est particulièrement soigné, presque trop. Tout est organisé. Dans les placards, tout est rangé à une distance égale, trié soit par taille, soit par couleur, ou ordre alphabétique. Cela en donne presque froid dans le dos aux personnes menant la perquisition. Et cela ne les rassure pas non plus, parce que cela ne ressemble pas à un endroit où des femmes se font violemment agresser. Les agents continuent de progresser dans cette maison particulièrement ordonnée, jusqu'à arriver dans la salle de bain. Et là, c'est la surprise. Alors qu'il n'y avait pas un grain de poussière sur le moindre meuble, voilà que le fond de la baignoire est totalement noir de saleté. Et pas de la saleté provenant du domicile, cela ressemble à de la terre noire. Intrigués par cette anomalie dans le logement, les enquêteurs analysent la baignoire de plus près. À l'intérieur, il y a cette saleté, mais sous cette baignoire, il est découvert des traces de sang. Sans plus tarder, la pièce entière est vaporisée de luminol, un agent chimique permettant de révéler la présence de fluides humains, et notamment de sang. Le sol de la salle de bain est devenu presque intégralement fluorescent. Une énorme quantité d'hémoglobine a coulé à cet endroit. Cette trouvaille, naturellement, inquiète fortement les policiers qui se doutent désormais que des meurtres ont pu être commis dans cette maison. Et si Jeffrey Maillot en est l'auteur, c'est d'autant plus angoissant. Parce que l'organisation de sa maison, l'absence d'antécédents judiciaires, laisse penser qu'ils font face à un sadique sexuel. Le type de tueur le plus redouté, parce qu'ils ne laissent que très peu d'indices derrière eux, et sont les plus méticuleux. Il n'y a presque aucune trace permettant de remonter jusqu'à eux. Ce sont les meurtriers qui planifient le plus leur passage à l'acte avant d'ôter la vie pour ressentir la satisfaction qu'ils recherchent à travers un meurtre. Un avantage en revanche pour les policiers, avec le moindre début de preuve, ils pourront facilement déstabiliser cette personne qui pensait avoir couvert toutes ces traces. C'est précisément ce qu'ils vont tenter de faire lors de l'interrogatoire de Jeffrey Maillot, ce vendredi 16 juillet 2004.
Les enquêteurs essayent dans un premier temps de le relier au monde de la prostitution en lui demandant s'il avait déjà fréquenté des prostituées, ce que l'homme réfute. Mais après une certaine pression exercée, il finit par reconnaître que c'était le cas en réalité. Dans la foulée, les policiers continuent d'exercer une pression sur leur suspect, de plus en plus mal à l'aise face aux questions dérangeantes de ceux qui l'interrogent. Les agents lui parlent de Jocelyn et Tease. Timidement, l'homme explique qu'il a effectivement eu un incident qui a pris une tournure physique avec ses femmes. Jeffrey Maillot reconnaît même qu'il les a un petit peu étranglés, selon ses mots. Les enquêteurs sont persuadés d'être sur la bonne piste. C'est alors qu'ils présentent 3 photos à leur suspect, chacune représentant l'une des femmes disparues lors des 15 derniers mois. À peine les clichés ont-ils été déposés sous les yeux de Jeffrey Maillot que l'attitude de l'homme change drastiquement. Il est à l'évidence nerveux, il transpire et respire de plus en plus fortement. Les enquêteurs appuient là où ça fait mal, en demandant directement à leur suspect pourquoi se sent-il si nerveux. Dans une réponse expresse, sans réflexion, l'homme répond qu'il est nerveux parce qu'il le suspecte du meurtre de ses femmes. Un blanc s'installe dans la pièce. Les policiers disent à Jeffrey Maillot que personne n'a indiqué que ses femmes étaient décédées. Ils lui demandent donc s'il sait si elles sont encore en vie ou mortes. Il n'y a pas de réponse. Au bout de quelques minutes, les enquêteurs jouent carte sur table. Ils annoncent à leur suspect qu'il se trouve dans leur collimateur pour le meurtre de ses femmes, qu'il a reconnu être entré en contact avec des prostituées et en avoir agressé au moins 2. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Ces paroles font monter les larmes chez Jeffrey Maillot, qui paraît être à 2 doigts de tout déballer. Quelques minutes de plus s'écoulent et finalement, il reconnaît un triple meurtre. Un tueur en série a donc bien sévi à Woonsocket. C'est le choc pour les policiers qui doivent néanmoins rester professionnels et obtenir tous les détails. Ils disent à Jeffrey Maillot de commencer par la première personne disparue, Audrey Harris. Avec un sang-froid glaçant, il annonce qu'il s'apprêtait à consommer une relation sexuelle, mais que juste avant de l'entamer, il s'est jeté sur elle pour l'étrangler. Il détaille qu'il s'est approché d'elle par derrière pour placer son bras au niveau de sa gorge tout en la forçant à se mettre au sol. Audrey est inconsciente mais n'est pas décédée. Alors l'homme s'est saisi d'un coussin afin de recouvrir son visage et lui ôter définitivement la vie, après quoi il a déposé le corps dans la salle de bain avant d'aller se coucher. Le lendemain, Maillot était terrifié, non pas d'avoir tué cette personne, mais que l'on remonte jusqu'à lui. Seulement, les jours passent. Personne ne toque à sa porte. La disparition d'Audrey Harris n'apparaît pas dans les médias, comme si cet événement n'était jamais survenu. Alors, Jeffrey Maillot s'est dit qu'il pourrait tuer à nouveau, sans s'attirer de problème. Il a aimé la sensation qu'il a ressentie lors de son premier meurtre, et il veut la retrouver. C'est ainsi que, quelques semaines plus tard, il s'est remis en chasse pour trouver sa seconde victime, qui sera Christine Dumont. La femme perd la vie dans les mêmes circonstances qu'Audrey Harris. Enfin, puisqu'il reste totalement libre d'agir, il ajoute une 3e victime à sa liste en la personne de Stacy Goulet, qui est étranglée comme Audrey Harris et Christine Dumont. Il ne tuera pas plus, la police ayant réussi à remonter jusqu'à lui pour stopper ce massacre. La question, après ces aveux terrifiants, est de savoir ce qu'il a fait des corps afin de mettre un point final à ce dossier en vue du procès à venir. Jeffrey Maillot avoue qu'il s'est débarrassé des corps grâce à des sacs poubelles après les avoir démembrés à l'intérieur de sa baignoire. Il aurait utilisé une scie à bois pour détacher les membres des cadavres, ce qui explique l'impressionnante surbrillance du luminol lorsque les policiers ont aspergé la salle de bain. Il s'est ensuite débarrassé des restes dans des conteneurs à ordures en espérant qu'ils seraient rapidement emportés pour être vidés. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'enquête, parce que c'est un élément clé. Malgré des aveux détaillés, lors d'un procès, Jeffrey Maillot pourrait revenir sur ceci et il ne pourrait même pas être utilisé contre lui sans un début de preuve. Il faut donc retrouver les conteneurs, une tâche à laquelle s'attelle immédiatement la police. Les ordures devraient normalement se situer à la décharge centrale de Woonsocket. Les corps pourraient donc s'y trouver. L'inconvénient est qu'il faut fouiller une zone large de 100 mètres et profonde de 20 par endroit. Ce sont littéralement des montagnes d'ordures qu'il faut déplacer.
Et comme si ce n'était pas suffisant, le degré de difficulté de cette recherche est accru, puisque les corps sont empaquetés dans des sacs poubelles du quotidien de taille absolument normale, et l'odeur de décomposition est couverte par les ordures de la décharge. Le 27 juillet 2004, 11 jours après l'arrestation de Jeffrey Maillot, les forces de l'ordre n'ont toujours pas mis la main sur les sacs plastiques qu'ils recherchent, malgré une fouille intensive de la décharge depuis tout ce temps. Puis, une jeune recrue de la police en train de ratisser une zone déchire un sac involontairement, duquel un bras humain apparaît. Un des corps est bien là. Après des jours entiers à parcourir ces montagnes de détritus, les policiers sont enfin parvenus à mettre la main sur ce qu'ils cherchaient. Aussitôt, les restes humains sont envoyés chez un médecin légiste pour analyse. C'est la dépouille de Stacy Goulet, la dernière victime du tueur en série qui a été découverte. Malheureusement, les cadavres d'Audrey Harris et Christine Dumont restent introuvables. Mais le plus dur est fait. Le sang découvert chez Maillot a aussi été examiné. Il est ressorti de ces examens qu'il appartient à 3 personnes différentes. Audrey Harris, Christine Dumont et Stacy Goulet. Tous les éléments sont désormais réunis pour envoyer Jeffrey Maillot devant un tribunal afin qu'il réponde de ses actes. Il est inculpé de 3 chefs d'accusation pour meurtre avec préméditation et 2 chefs d'accusation pour agression avec tentative de donner la mort. Presque 2 ans plus tard, le 16 février 2006, Jeffrey Maillot est reconnu coupable des 5 chefs d'accusation pesant sur sa personne, et il est logiquement condamné à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Si ce tueur en série ne s'en était pas pris à Christine Dumont, une témoin clé dans une affaire d'agression, il n'aurait certainement jamais été suspecté et aurait tué un bien plus grand nombre de femmes avant d'être potentiellement arrêté. Une affaire qui s'est jouée à un détail. Si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux indiqués en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.